Et si les problèmes qu'on rencontre au bureau, vous savez, les conflits, les démissions, les burn-out, si tout ça, ce n'était pas vraiment ce qu'on croit? Si au lieu de chercher des solutions en surface, on allait voir ce qui se joue vraiment en profondeur? C'est ce qu'on va faire ensemble en posant un regard assez inattendu sur le monde de l'entreprise, celui de la psychanalyse. Alors, pour commencer, il y a un chiffre qui fait mal. D'après la dernière étude d'empreinte humaine, on a 44% des salariés qui sont en état de détresse psychologique. Ce n'est plus juste un accident de parcours pour quelques personnes. Non, là c'est un symptôme structurel. Le mal-être, ce n'est plus l'exception, c'est devenu une partie du système dans le monde du travail. Du coup, face à un problème aussi généralisé, la question s'impose. Est-ce que les outils qu'on utilise pour le régler ne seraient pas au fond complètement inadaptés? Si toutes ces méthodes censées apporter du bien-être et de la performance passaient en fait à côté de l'essentiel. Ok, regardons un peu cet arsenal classique des RH. Tous ces outils que les grandes entreprises déploient, avec beaucoup de conviction d'ailleurs, sont-ils vraiment à la hauteur de la complexité humaine? Attention, l'idée ce n'est pas de dire que ces outils sont inutiles, loin de là. Un team building ça peut être sympa, un entretien annuel c'est nécessaire, mais, et c'est le point clé, ils sont radicalement insuffisants. Pourquoi? Parce qu'ils agissent en surface dans le monde de ce qui se voit, du rationnel. Ils organisent les tâches, ils mesurent ce qui est quantifiable, mais ils n'ont aucune prise sur ce que la psychanalyse appelle le réel, c'est-à-dire les pulsions, les désirs, les angoisses profondes qui nous animent vraiment. Et voilà, c'est exactement ça le cœur de la critique. En se focalisant sur les comportements visibles, les RH traditionnelles, eh bien, elles font un peu comme un médecin qui donnerait du paracétamol pour une fracture ouverte. Ça soulage le symptôme, c'est sûr, mais ça ignore complètement la blessure profonde, cette fameuse dynamique inconsciente qui est la vraie cause des problèmes. Bon, alors, allons-y, plongeons dans le vif du sujet. Il faut accepter une idée qui est simple mais un peu dérangeante. On ne laisse pas son inconscient sur le paillasson en arrivant au bureau le matin. Non, non, il rentre avec nous, il s'installe en réunion et il pilote une bonne partie de nos interactions. Pour vraiment comprendre comment cet inconscient fonctionne en entreprise, il y a un concept absolument clé à maîtriser, c'est le transfert. En gros, c'est ce mécanisme qui nous fait rejouer, sans même qu'on s'en rende compte, des schémas relationnels très anciens, souvent issus de l'enfance, avec les gens de notre entourage actuel. La théorie, c'est une chose, mais concrètement, dans le quotidien d'une boîte, ça donne quoi, ce fameux transfert? Où est-ce qu'on peut le voir à l'œuvre? Eh bien, l'endroit où le transfert s'exprime avec le plus de force, la relation la plus chargée, c'est sans aucun doute la relation hiérarchique. Le manager devient, bien malgré lui, le réceptacle de toutes sortes de projections. Ce qui est passionnant ici, c'est de voir comment deux réalités coexistent en permanence. D'un côté, il y a le rôle officiel du manager, celui qui est écrit sur sa fiche de poste, et de l'autre, il y a le rôle inconscient que le salarié lui fait jouer. Le collaborateur ne voit pas juste un manager qui fixe des objectifs, non. Il voit une figure d'autorité de qui il attend une validation, rejoint en fait sa quête d'approbation parentale. Les collègues, ils ne sont plus de simples pairs, ils deviennent des frères et sœurs dans une sorte de compétition pour l'amour du manager parent. Et ça nous amène à une conclusion assez radicale. L'organigramme officiel, celui qu'on affiche fièrement sur les murs, ce n'est qu'une façade. Le véritable organigramme, celui qui dicte les vraies alliances, les conflits, les blocages, il est invisible, il est inconscient. Le point crucial, c'est que cette ignorance a un coût bien réel. Des études comme celle de Gartner le montrent. Beaucoup d'échecs de recrutement s'expliquent par ces jeux de projection inconscients. Les conflits qui paraissent insolubles, les burn-out des meilleurs éléments qui courent après une validation qui n'arrive jamais, tout ça, ça vient de ces dynamiques souterraines. Alors on fait quoi? Si les outils habituels ne suffisent pas, c'est quoi le véritable levier pour faire bouger une organisation? La réponse, on va le voir, elle n'est pas dans un nouvel outil, mais plutôt dans un changement de regard. Voilà une proposition très concrète. Il faut abandonner cette illusion de contrôle total qu'incarnent les plans stratégiques à 5 ans. Ces plans partent du principe que le monde est prévisible et que les gens sont des ressources rationnelles. L'alternative, c'est d'adopter des stratégies beaucoup plus courtes, sur 2 ans maximum. Des stratégies agiles, qui ne se concentrent plus seulement sur les process, mais qui intègrent la lecture des dynamiques humaines comme une donnée essentielle. En fait, il s'agit d'accepter que l'inconscient est une force avec laquelle il faut composer, plutôt que de faire comme s'il n'existait pas. Et ça résume parfaitement le cœur du changement. Avant même de penser à écrire un nouveau plan stratégique, le vrai boulot, le travail fondamental, c'est de changer de regard. C'est d'apprendre à décoder ce qui se joue vraiment sous la surface des interactions au travail. C'est un changement de perception avant d'être un changement de procédure. Et pour finir, une petite question à garder en tête.
Au-delà des titres et des organigrammes, quelle est la véritable dynamique de pouvoir au sein d'une équipe, d'une entreprise? Qui cherche la reconnaissance de qui? Et surtout, qu'est-ce que cette dynamique révèle sur l'organigramme inconscient qui, lui, est réellement à l'œuvre?